Ici, c'est Armstrong. Un voyage de reconstruction automobile passionnant et unique nous attend. Peut-être que chez nous, Audi est un peu sous-estimé, mais tout le monde sait que les versions RS jouent dans une toute autre catégorie. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce sera plus proche d'un film que d'une simple réparation. Armstrong va reconstruire un véritable missile sur roue, l'Audi RS6 avant européenne. Mais avant d'entrer dans les détails mécaniques, les défis et les surprises qui nous attendent pendant la réparation, assure-toi d'être abonné à la chaîne sur YouTube, car d'autres monstres vont bientôt débarquer dans les prochaines vidéos. L'Avant, ou Station Wagon, est l'un des modèles les plus rares sur la route, après les berlines, les SUV et les hatchbacks. Mais il y a un problème. Les modèles disponibles à la vente dans son pays sont assez chers, aux alentours de 400 000 livres sterling. Cela fait longtemps qu'il rêve d'en acheter une, et voilà qu'une opportunité se présente enfin. Cette Audi RS6 a eu un accident. Il ouvre le coffre électrique et il fonctionne toujours. Les phares avant sont là, pas en parfait état, mais présents. Disons-le franchement, l'accident n'est pas si violent. Ce n'est pas comme d'autres voitures qu'il a déjà réparées, ni comme la BMW M5 dont il a publié une vidéo sur la chaîne. Ici, les dégâts sont principalement situés à l'avant gauche, avec un choc visible sur l'aile et la porte côté conducteur. Le pare-brise est fissuré, mais il tient encore en place, avec des craquelures du côté droit. Il imagine que le passager avant ne portait pas sa ceinture au moment de l'accident, et, sous l'effet de la décélération brutale, sa tête a percuté le pare-brise de l'intérieur, le brisant. Il contacte alors une entreprise spécialisée pour remplacer le pare-brise cassé par un neuf. C'est l'une des rares fois où il ne fait pas la réparation lui-même. Ils appliquent la colle qui fixe le pare-brise au cadre avant, puis installent le nouveau à l'aide de ventouses pour qu'il se place parfaitement. 1 heure plus tard, le pare-brise est changé. Il essaie ensuite d'ouvrir la porte gauche et entend un bruit dû à la compression causée par l'accident. Bien sûr, l'airbag s'est déclenché, déchirant le volant au milieu. Mais le point le plus important, c'est que le moteur fonctionne normalement. Il s'agit d'un V8 biturbo de 4 litres développant 552 chevaux. De nombreux voyants sont allumés sur le tableau de bord, y compris celui du liquide de refroidissement. Comme il l'a déjà dit, l'accident n'est pas extrêmement violent. Il demandera du temps et des efforts, mais il est gérable. Pour ajouter un peu plus de défi et de suspense, il décide de terminer toute la réparation en seulement 24 heures. Pour y parvenir, il forme une équipe avec un ami et son père qui l'aideront à redonner vie à cette Audi. Il craint que certaines pièces de la suspension soient endommagées. Mais avant de soulever la voiture, il commence par démonter la porte endommagée. Il dévisse les 2 boulons des charnières, débranche le connecteur électrique et la porte se détache facilement. C'est à ce moment-là qu'il découvre un choc inattendu qu'il ne s'attendait pas à voir. L'impact se situe sur le cadre extérieur, mais il n'affectera pas la structure du châssis. Cependant, il constate qu'il sera difficile de le réparer. Alors il décide de l'ignorer pour l'instant. Il soulève ensuite l'Audi sur le pont élévateur et, pour faciliter l'accès et optimiser l'espace de travail, il démonte le capot en retirant 2 vis à chaque coin. Une fois le capot enlevé et mis de côté, il découvre l'impressionnant moteur de la RS6 et son incroyable agencement de câblage et de connexion. Il enlève ensuite la roue avant gauche en espérant ne pas découvrir de mauvaises surprises. À première vue, tout semble en bon état. C'est alors qu'il remarque des lettres gravées sur l'étrier de frein. Elles correspondent à la marque associée au premier propriétaire de cette Audi, un certain Aaron Lambert, et au nom de sa société, Mental Monkey. Cette entreprise de loterie basée en Angleterre avait offert cette RS6 comme prix à un gagnant d'un tirage au sort. Ce dernier l'avait ensuite revendue à une autre personne. Et c'est ce 3e propriétaire qui a eu l'accident. Pendant ce temps, son père s'occupe de démonter le pare-choc avant en retirant les clips qui le maintiennent, car il devra être remplacé avec la calandre. Il constate que la barre anti-crash est comprimée par l'impact, tout comme une partie du radiateur. Le filtre à air d'admission n'est pas correctement fixé et, en l'examinant, il remarque qu'il ne s'agit pas de la pièce d'origine. Il appartient à la marque K&N, spécialisée dans les pièces aftermarket. Petit à petit, il devient évident que cette Audi a été largement modifiée. Il retire ensuite le réservoir de lave-glace cassé pour poursuivre l'inspection. Enfin, il parvient à retirer l'aile avant gauche de son emplacement. Il soulève ensuite la voiture au maximum pour pouvoir passer en dessous et commencer l'inspection du système de suspension et de l'échappement. Comme il s'y attendait, il découvre que la ligne d'échappement a été modifiée par la société Motec. Cependant, tous les catalyseurs n'ont pas été supprimés. À l'extrémité du système, des clapets ont été installés pour s'ouvrir et se fermer, permettant ainsi de contrôler l'intensité et le volume du son. Son père remarque alors un point encore plus important. Le système de suspension de la RS6 est un air suspension d'origine. Ce type de suspension pneumatique est très coûteux
est rarement utilisé sur de nombreux modèles. Il repose sur un coussin d'air qui ajuste la hauteur de la voiture, fixé sur une base en caoutchouc. Cependant, ici, l'élément ne semble pas bien positionné. D'après le rapport du véhicule, les dommages de l'accident sont classés en catégorie S, ce qui signifie qu'il touche à la structure ou le châssis. Cette information l'inquiète, car il ne voit toujours aucun signe évident de dommages structurels. Il décide donc de mettre cette question de côté et de se concentrer d'abord sur la partie avant du véhicule. Il démonte le sabot de protection sous le moteur pour vérifier s'il y a des traces de choc ou de fuite. Ensuite, il retire la barre anti-crash pour accéder plus facilement au radiateur. Sur cette partie avant, il veut également éloigner le condenseur de climatisation sans purger le gaz réfrigérant des tuyaux afin d'éviter des frais supplémentaires. Enfin, il examine toutes les connexions du radiateur, les conduites de liquide de refroidissement, les durites de l'intercooleur, ainsi que les câbles des ventilateurs. Il vidange complètement le liquide de refroidissement, qui ici est de couleur rouge. Comme sur la BMW M5, cette Audi RS6 possède plusieurs radiateurs. Au total, elle en compte 3. Un grand radiateur principal pour le moteur et 2 plus petits dédiés au refroidissement de l'air des turbos. L'ensemble du système est extrêmement compact et intégré à l'avant, juste derrière la direction. Ensuite, il retire l'airbag déployé du volant en dévissant la fixation du ruban de l'airbag et en déconnectant la fiche située au centre du volant. Il profite de cette étape pour nettoyer toute cette zone avec de l'eau et de la mousse nettoyante. Concernant l'avant du véhicule, aucune nouvelle surprise n'est apparue, si ce n'est que la porte qu'ils ont démontée ne contenait pas de haut-parleur. Ceux-ci avaient probablement été ajoutés après la sortie d'usine ou retirés avant la mise en vente aux enchères. Il sort ensuite un tableau et commence à noter les coûts. Il a acheté cette RS6 accidentée pour 200 000 livres sterling. Pour éviter toute confusion, il précise que la livre sterling équivaut environ à 1,25 $. C'est un modèle 2014 avec seulement 36 000 miles au compteur. Il estime qu'il devra encore dépenser environ 100 000 livres pour la remettre en état. Mais la meilleure partie de cette aventure, c'est qu'une fois la restauration terminée, il expédiera l'Audi d'Angleterre à Las Vegas, aux États-Unis, pour participer au SEMA Show, le plus grand rassemblement de voitures modifiées en Amérique et peut-être même au monde. Il ne lui reste qu'un mois pour transformer cette Audi en une véritable show, car prête à impressionner lors de l'événement. Il trouve alors une annonce proposant un pack de pièces dont il a besoin et l'achète pour 5 500 livres sterling. Il aurait pu économiser davantage en achetant chaque pièce séparément, car certaines ne lui sont pas nécessaires. Mais pour gagner du temps, il commande le lot complet. Il installe ensuite les nouveaux radiateurs gauche et droit, accompagnés de l'entrée d'air, dont la forme lui rappelle un peu celle de la Porsche 911. Il fixe ensuite le cadre qui maintient les radiateurs, puis remet en place le serpentin de climatisation. Il réinstalle la barre anti-crash qu'il a achetée d'occasion en la fixant avec 2 vis de chaque côté. Il s'énerve en découvrant que 2 vis de fixation manquent. Puis, il se rend compte que les phares qu'il a achetés correspondent bien au même modèle, mais à la version restylée, facelift. Le câblage électrique est donc différent et incompatible. Il pourrait démonter et adapter les connexions en ajoutant un adaptateur, mais cela prendrait trop de temps. Pour éviter les complications, il dépense 400 livres sterling supplémentaires et achète des phares parfaitement compatibles. Il installe l'aile avant neuve pour remplacer celle qui a été endommagée lors de l'accident, puis place temporairement les phares restylés pour voir l'apparence générale du véhicule. Ensuite, il remet le pare-choc avant avec sa calandre noire. Il fixe le capot avec une vis à chaque coin et remplace le pneu du côté accidenté. La jante présente également un impact visible, mais il prévoit de remplacer les 4 avant l'événement. À ce stade, l'Audi commence à retrouver son allure agressive. Pour gagner encore plus de temps, il décide d'acheter une porte d'occasion provenant d'une Audi A6 au lieu de réparer l'ancienne. Et oui, il sait déjà que tu vas lui dire que c'était réparable. Il installe la nouvelle porte et constate qu'elle s'adapte parfaitement. Il échange ensuite le cadre extérieur de la porte de l'A6 avec celui de la RS6, ainsi que tout l'habillage intérieur, pour que l'ensemble soit identique à l'original. Il achète un nouvel airbag qui lui coûte 300 livres sterling et l'installe en le fixant dans le volant. Le capot moteur n'était pas présent non plus, alors il en achète un pour 164 livres sterling. Avec cette couleur rouge, il trouve que le rendu est vraiment réussi. Il commence ensuite à ajouter du liquide de refroidissement pour vérifier s'il y a d'éventuelles fuites. Puis, il démarre le moteur. Et rien que le son de l'Audi suffit, il n'a même pas besoin d'en dire plus. À ce stade, la restauration est quasiment terminée et lui aura coûté environ 27 000 livres sterling au total depuis l'achat du véhicule. Un abonné lui signale que le vitrage de la porte de l'A6 qu'il a installé est d'une épaisseur différente de celui d'origine de la RS6.
Il démonte donc l'habillage intérieur de la porte pour accéder au mécanisme de lève-vitre. Le verre est maintenu par 2 vis en bas, qu'il dévisse avant de le retirer. Il sent bien que celui de la RS6 est plus lourd. L'installation est simple. Il le place dans son logement, le fixe correctement, puis teste plusieurs montées et descentes pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Il achète également le haut-parleur manquant pour 80 livres sterling. Ensuite, il soulève l'Audi avec un pont élévateur pour inspecter la suspension arrière. Il relâche la pression des amortisseurs via les réglages de l'écran de bord et réussit à les réinitialiser complètement après avoir vidé l'air du système. Il remarque une légère bosse sur le capot, alors il l'atténue avec une ventouse et applique une fine couche de mastic. Enfin, il installe les bons phares avec les connecteurs compatibles, retirant ceux qu'il avait mis provisoirement juste pour le look. Une fois les nouveaux en place, il les allume. Et le résultat est impressionnant avec les feux à LED parfaitement fonctionnels. Il demande un covering en gris, et c'est ici que commencent les modifications pour préparer la voiture à l'événement. Il commence par l'appliquer sur le pare-choc avant, et Butt-Jan ajuste tous les angles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie toujours de réaliser lui-même des travaux, même si c'est la première fois qu'il les fait, comme ce covering. Il applique ensuite le film sur les ailes et la plus grande pièce, celle qui recouvrira tout le capot. Il termine le covering de l'arrière sans filmer cette partie. Pour ajouter encore plus de fun au projet, il découvre qu'une Audi RS6 du même modèle que la sienne appartenait autrefois à un certain John Olson, qui l'avait préparé pour un événement de renom, le Gumball Rally. Cette voiture était équipée d'un kit complet en carbone, avec des stickers et un look impressionnant. Elle avait été modifiée pour atteindre 1000 chevaux. Malheureusement, elle a été volée, impliquée dans un accident, puis complètement brûlée. Il adore cette idée et décide de recréer le même style sur sa propre voiture. Il commande donc un kit complet, inspiré des voitures de course GT 3 DTM. Toutes les pièces sont entièrement en carbone, et l'élargissement de la carrosserie est tout simplement incroyable. Le bouclier avant est si imposant qu'il semble capable de découper l'asphalte, et les bas de caisse sont massifs. Il imagine déjà le résultat final, une véritable bête allemande surpuissante. Il se rend ensuite au garage avec son kit et commence l'installation, pièce par pièce. Il débute par le splitter avant, qui comporte plusieurs emplacements pour des vis de fixation sur toute sa longueur. Il le trouve tellement impressionnant qu'il plaisante en disant qu'il pourrait l'accrocher au mur comme décoration. Ensuite, les jupes latérales en carbone sont installées sur les jupes d'origine avant d'être remises en place. L'élargissement des ailes est fixé à l'aide de rivets manuels, assurant une tenue parfaite. Pour fixer correctement les nouvelles pièces, il doit installer des pneus plus larges. Cela signifie qu'il va devoir découper les ailes d'origine de l'Audi pour créer plus d'espace. Il aurait dû le faire avant d'appliquer le covering, mais comme toujours, il ne planifie rien à l'avance. Il marque la zone sur toute l'aile et procède à la découpe. Ensuite, il applique une couche d'après pour éviter la rouille dans cette zone. Avec une perceuse, il fait des trous tout le long du pare-choc arrière pour installer des rivets de fixation pour le diffuseur qu'il va monter. Il applique ensuite la même méthode sur les ailes arrière, en les découpant à l'aide d'une meuleuse. Puis, il démonte l'aileron d'origine de la RS6 et retire les feux intégrés. À la place, il installe l'aileron en carbone qu'il a acheté, qui est extrêmement long, donnant l'impression qu'il couvre presque un quart du toit. Ensuite, il enlève tous les logos et badges de la voiture, car il va appliquer des autocollants sur toute la carrosserie. Il ajoute aussi une touche de rouge sur le coffre, bien qu'il ne soit pas totalement convaincu par cette couleur. Il décide quand même de continuer. Il applique ensuite des parties en noir mat sur toutes les portes. Arrivant à l'élément le plus visible, le capot, il applique également un film transparent teinté sur les phares pour un effet plus agressif. Puis, il démonte les roues et retire les étriers de frein afin de les repeindre en noir brillant. Une fois la peinture sèche, il remonte toutes les pièces. Il applique ensuite un produit adhésif pour fixer un fin becquet au centre du coffre arrière et remet en place toutes les pièces qui faisaient partie du kit carrosserie. Enfin, il soulève l'Audi pour effectuer un entretien du moteur. Il change le filtre à huile et l'huile en commençant par dévisser l'écrou du réservoir d'huile sous la voiture. Ensuite, il enlève l'ancien filtre à huile, installe le nouveau en s'assurant qu'il est bien fixé, puis remet en place la plaque de protection qu'il avait démontée au début. Il abaisse ensuite l'Audi au sol et ajoute 8,5 litres d'huile moteur. Il démarre la voiture et vérifie sur l'écran que le niveau d'huile est correct. Puis, il remplace les coques de rétroviseur en plastique noir par des coques en carbone, ce qui ajoute une touche plus agressive. Il change également 2 éléments à l'intérieur, remplaçant les pièces en plastique par des versions en noir brillant. Après cela, il remet en place les 4 roues, désormais équipées d'étriers noirs. Avec le temps, l'Audi a l'air de plus en plus féroce. Il part pour un essai routier, mais soudainement, la voiture tombe en panne sur la route sans raison apparente.
Après vérification, il se rend compte que le réservoir d'essence est complètement vide. Il se rend alors à une station-service, remplit le réservoir, redémarre la voiture et elle repart immédiatement. Il en profite pour tester l'accélération et cette fois-ci, l'Audi bondit avec une puissance impressionnante. Il se dirige ensuite vers un atelier spécialisé dans les roues et les jantes. C'est un moment excitant, car il va enfin voir les nouvelles jantes qui vont être montées sur la RS6. Il décide de réduire la taille des jantes de 22 pouces à 21 pouces pour éviter que le kit carrosserie ne soit trop proche des pneus. Cependant, il choisit des jantes plus larges pour bien remplir les ailes élargies. Il appose ensuite son propre logo sur les jantes, et ce qui attire particulièrement l'attention, c'est l'inscription en rouge sur le flanc des pneus, un détail qui donne un look encore plus agressif. Mais alors qu'il quitte l'atelier, un des deux petits radiateurs lâche soudainement, déversant tout le liquide de refroidissement sur le sol. À cause d'un petit collier qu'il avait oublié d'installer autour d'un certain tuyau, il a dû remplir le circuit avec de l'eau ordinaire temporairement. Une erreur, bien sûr, mais c'était juste pour ramener la voiture à son garage. Ensuite, il voulait encore abaisser la suspension pour éviter que le kit carrosserie ne frotte contre les bosses sur la route. Il a donc acheté 4 capteurs plus petits et les a remplacés sur les amortisseurs. Cela permet de tromper l'ordinateur de bord en lui faisant croire que cette hauteur plus basse est en réalité la position normale. Mais il s'est vite rendu compte qu'il avait trop baissé la voiture. Il a donc seulement ajusté les capteurs avant et a laissé l'arrière tel quel. Bien que la voiture ait déjà un échappement modifié, il décide d'en commander un autre, encore plus performant. Dès qu'il le reçoit, la différence est évidente. Le nouveau système est complètement libre, sans aucun obstacle au flux des gaz d'échappement. L'installation a été bien plus facile que le démontage de l'ancien. Il assemble tout le nouvel échappement au sol avant de le fixer sur la voiture. Même les embouts en carbone sont magnifiques. Ce nouvel échappement se fixe exactement au même point de montage que l'ancien. Et cette fois, il n'y a absolument aucun filtre anti-pollution du début à la fin. Et maintenant, écoute ce rugissement. Oh, that sounds good. That sounds sick. Vraiment impressionnant, non? C'est exactement le niveau de modification attendu pour l'événement auquel il va participer. Il emmène ensuite la voiture dans un centre spécialisé pour une reprogrammation complète après l'installation du nouvel échappement. Sur le banc de puissance, il pousse le moteur à fond et obtient les premières mesures. 643 chevaux et plus de 980 Nm de couple. Des chiffres déjà impressionnants, mais après l'optimisation de la cartographie, la puissance finale atteint 691 chevaux avec un couple de 960 Nm. Des performances incroyables. On sent vraiment qu'un monstre est né. Il a réussi à ajouter 140 chevaux par rapport à la configuration d'origine. Il prend alors la route et enchaîne des accélérations brutales. Elle est incroyablement rapide, bien sûr, et le son du nouvel échappement est juste dingue. Ici, il contacte un technicien d'Audi pour lui demander s'il doit absolument passer par eux avant d'emmener la voiture aux États-Unis pour l'événement. Sans lui donner de détails, il lui demande de venir les voir en personne. Quand il arrive, il lui explique que sur les RS6, RS7 et S8, le moteur utilise le même turbo, qui est équipé d'un tout petit filtre, une sorte de grille qui empêche le passage des impuretés. Avec le temps, des dépôts peuvent s'accumuler dessus, notamment du carbone, ce qui risque de l'obstruer complètement. Cela peut provoquer une surchauffe du turbo en raison d'un manque de circulation de l'huile, entraînant au final sa casse, voire celle du moteur entier. Le technicien leur fournit donc ces pièces neuves et propose même de jeter un œil à l'Audi puisqu'elle est déjà là. Bien sûr, ils sont impressionnés par le kit large qui a été installé. Avant de partir, ils demandent aux techniciens comment procéder à l'installation de ces nouvelles pièces. Il leur explique qu'il faudra démonter le pare-choc avant, l'intercoolé et les conduites pour accéder à l'emplacement des filtres. Le garage aurait pu les installer directement, mais il préfère le faire lui-même, car il craint que la concession ne démonte la carrosserie sans trop de précautions. Il achète donc les pièces et prévoit de les installer plus tard, mais pas en Angleterre cette fois. La voiture est alors expédiée dans un conteneur pour gagner du temps. Depuis le port, elle arrivera à Los Angeles, en Californie, où il ira la récupérer lui-même. De là, il prendra la route avec l'Audi jusqu'au lieu de l'événement à Las Vegas. Mais avant cela, toute l'équipe se rend à un célèbre rassemblement automobile appelé Cars and Coffee, avec leur RS6 modifié. Ils se retrouvent au milieu de monstres modifiés de toutes les marques. Et bien sûr, impossible d'être aux États-Unis sans participer à une course de dragster. Il emmène donc son Audi sur une piste où des fusées roulantes s'affrontent.
Il va maintenant pousser son monstre au maximum de ses capacités. Pour la première course, il affronte une BMW M5 modifiée, développant 700 chevaux. Sans aucun doute, cela promet d'être une expérience incroyable. Mais c'est à ce moment-là que commence le drame mécanique. Alors qu'il atteint 100 miles par heure avec son Audi, il aperçoit de la fumée s'échappant du capot. À partir de cet instant, la vraie histoire commence. L'Audi modifié va maintenant devenir une vraie galère. Il repense immédiatement aux avertissements du technicien de la concession. Il sait que les turbos viennent probablement de lâcher. Il s'arrête immédiatement, descend pour inspecter le moteur, mais il ne remarque aucune fuite sous la voiture. Pourtant, impossible de redémarrer. L'Audi RS6 modifié est complètement immobilisé et de la fumée s'échappe du côté du moteur. Plusieurs personnes viennent l'aider et ils envisagent plusieurs hypothèses. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule solution, la remorquer jusqu'à un garage pour un diagnostic approfondi. Alors, à ton avis, il va appeler qui? Évidemment, Tavarish. C'est leur seul contact en Amérique. Il lui raconte toute l'histoire et lui explique la situation. Tavarish accepte immédiatement de l'aider et propose d'accueillir l'Audi dans son garage pour l'examiner. Petit problème, son garage est en Floride, littéralement à l'autre bout du pays. Une distance de 3500 km les sépare. Et pour l'instant, l'Audi est totalement hors service. Il décide alors de passer par le garage du YouTuber Damon, propriétaire de la chaîne DDE. L'Audi est déposé sur place à l'aide d'une dépanneuse. Ils la soulèvent avec le pont élévateur et lui se glisse en dessous pour l'inspecter. Une manœuvre qui semble un peu risquée. Il remarque une petite quantité d'huile, mais rien d'alarmant. Ensuite, il examine les bougies d'allumage, car elles pourraient être responsables du problème. La première est en bon état, mais la deuxième a une apparence étrange. Quant à la troisième, elle est complètement noyée dans du liquide de refroidissement. Le CMA-show a lieu demain matin, et il n'y a littéralement plus de temps pour faire quoi que ce soit. Le lendemain matin, il la sort de l'atelier et la remorque directement vers l'événement. Il espère ainsi la faire passer inaperçue, sans même démarrer le moteur. Au début, personne ne remarque le problème. Sur place, il retrouve son ami Tavarish, qu'il avait contacté quelques jours plus tôt. Il finit par faire remorquer l'Audi jusqu'à l'atelier de Tavarish, en Floride, pour tenter de la réparer. Une fois la voiture démontée, le diagnostic tombe. Plusieurs bougies sont complètement hors d'usage, ce qui est plutôt surprenant. D'ailleurs, à ton avis, quelle pourrait être la cause de cette panne? Mets ton hypothèse en commentaire avant qu'on ne découvre la vérité dans la vidéo. Le liquide de refroidissement a entièrement disparu du réservoir d'expansion. Il démonte alors toutes les connexions électriques des bougies et tente de démarrer le moteur sans elles, dans l'espoir d'expulser l'eau des cylindres grâce à la pression. Mais ça ne fonctionne pas. Il commence alors à soupçonner qu'une pièce mobile s'est tordue ou cassée à l'intérieur du moteur. Il sort une caméra endoscopique pour inspecter l'intérieur de chaque cylindre à travers les trous des bougies. Le constat est sans appel. Il y a des traces de liquide de refroidissement à l'intérieur des cylindres. Le système de refroidissement des turbos fonctionne avec de l'eau, donc une fuite est fortement probable. L'air mélangé à l'eau du liquide de refroidissement s'échappe. Donc seule une partie de l'eau passe à travers les ailettes métalliques, refroidissant leur température avant de sortir par le deuxième tuyau. Il veut s'assurer que le tuyau de retour n'est pas bouché et qu'il ne soit pas la cause du problème. Ensuite, il en arrive à la dernière et la plus difficile des solutions, démonter complètement le moteur. Il retire les deux roues avant de leur remplacement, enlève le support avant pour libérer de l'espace, puis dévisse les 4 boulons qui fixent la barre anti-crash. Il libère le gaz réfrigérant des conduites de climatisation car elles doivent également être retirées, tout comme l'énorme radiateur situé à l'avant. Voyons maintenant ce qui va se passer. À ce stade, il décide de vider entièrement le réservoir d'huile du moteur et c'est là que survient la surprise. Ce qui en sort n'est pas de l'huile, mais de l'eau du liquide de refroidissement. Cela signifie qu'un énorme effort et un temps considérable seront nécessaires pour remettre cette Audi en marche. Il préfère alors retirer complètement le support moteur afin d'extraire le moteur seul. Il démonte le capot et l'écarte complètement, voyant devant lui un enchevêtrement de câbles électriques et une pièce en plastique qu'il craint de casser lors du démontage. Il vidange tous les liquides restants, débranche les tuyaux d'alimentation en carburant des injecteurs et suppose que le problème vient de là. Le carburant qu'il a utilisé aux États-Unis avant la course était de très mauvaise qualité, au point que la cartographie programmée de l'Audi ne permettait pas une combustion correcte. Il aurait dû mettre du carburant 99, mais il est assez difficile à trouver en Californie, alors il a dû se contenter de du 95 lorsqu'il est arrivé. Un indice d'octane élevé est la meilleure chose que l'on puisse offrir à un moteur modifié. Sans cela, la combustion devient irrégulière et mal synchronisée, ce qui a littéralement brûlé et détruit les bougies d'allumage de cette manière. La prochaine étape difficile consiste à détacher complètement le moteur de toutes ses fixations sur le châssis
ainsi qu'à démonter entièrement les suspensions avant. Il démonte le berceau pour libérer plus d'espace et repère l'emplacement des écrous de fixation de la boîte de vitesse et du sous-châssis, qui permettent de faire descendre l'ensemble groupe motopropulseur de ce monstre d'Audi directement au sol. Il place le cric sous le moteur, car celui-ci va descendre dessus, puis commence à soulever progressivement le grand support. Enfin, après un énorme effort, le cœur de l'Audi est sorti pour la première fois. Garde en tête qu'il y aura encore beaucoup de travail lors du remontage. Pendant toute l'opération, il n'arrêtait pas de répéter une phrase qui décrit parfaitement la scène. Le moteur monstrueux, et il a raison, c'est réellement l'un des plus gros moteurs allemands actuellement. Son apparence, combinée avec la boîte de vitesse et le système de suspension avant, donne l'impression d'un moteur d'avion, bien plus qu'un simple moteur de voiture. Il atteint alors la pièce que le concessionnaire lui avait indiquée, mais elle ne nécessitait finalement pas de remplacement, et n'était pas la cause du problème. Rappelle-toi, la véritable cause était que le système ne fonctionnait plus à cause de l'eau qui s'était infiltrée dans les chambres de combustion. À ce stade, il a littéralement démonté tout le moteur, toutes les connexions électriques, les fiches et même les caches en plastique. Bien sûr, les culasses, les arbres à cames, les soupapes et toutes les autres pièces ont été démontées. Enfin, il remarque la source du problème. En retournant les culasses, il observe l'état des cylindres. Ceux-ci sont recouverts d'une fine couche métallique appelée cylinder sleeve, en anglais, qui sert à séparer le bloc moteur du mouvement du piston. Et là, de manière très étrange, l'un des cylindres présente un trou énorme et bien visible dans son revêtement. Il répète encore une fois que la cause principale est la mauvaise qualité du carburant en Californie. Regarde ici, le trou dont je parle est clairement visible. Le bloc moteur est conçu avec un système appelé Water Jacket, qui permet au liquide de refroidissement de circuler autour des cylindres pour un refroidissement efficace. Mais ce trou a créé un passage direct pour que le liquide de refroidissement pénètre dans ce cylindre. La décision est sans appel. Cette pièce est irréparable et il faudra remplacer le bloc moteur. Son prix est extrêmement élevé, à supposer qu'il puisse même en trouver un. La solution la plus rapide et la plus efficace est donc de remplacer entièrement le moteur. Pour l'instant, il veut juste installer un moteur quelconque pour remettre la voiture en état de marche. Ce moteur équipe notamment les Audi S6 et RS7, ainsi que des modèles très haut de gamme comme la Lamborghini Urus et la Bentley Continental, mais leurs prix sont exorbitants. Finalement, il en trouve un d'occasion provenant d'une RS7, mis en vente pour 13 000 $. Il avait parcouru 45 000 km. Il se le procure et l'envoie immédiatement à l'atelier en Floride. Le travail commence alors. Il démonte tout ce dont il a besoin sur l'ancien moteur et la première chose qu'il retire, c'est l'alternateur. C'est peut-être la première fois que tu vois un alternateur refroidi par eau et il est vraiment énorme. Lorsqu'il a fallu séparer l'ancien moteur de la boîte de vitesse qui y était reliée, il a d'abord dû retirer le sous-châssis situé en dessous. Heureusement, cela n'a pas pris trop de temps. Le garage était rempli de pièces allemandes éparpillées partout. Il devait également démonter le convertisseur de couple du volant moteur pour éviter que l'huile de la transmission ne s'écoule. Ensuite, il a dévissé les énormes boulons de fixation. Puis est venu le tour du diable des moteurs sportifs allemands, le démarreur. Ils l'ont littéralement caché pour qu'il soit impossible d'y accéder. Même lui dit que ce moteur n'a jamais été conçu pour être démonté et réparé de cette façon. Il décrit cette boîte de vitesse comme une véritable arme allemande. Mais les problèmes ne cessent pas. On pourrait croire que cette Audi est maudite. Va savoir si c'est à cause de la loterie par laquelle son deuxième propriétaire l'a gagnée ou autre chose. En tout cas, le moteur qu'il a commandé provient d'une RS7. Une Audi conçue pour les États-Unis avec un volant à droite, comme chez nous, mais sa propre RS6 vient d'Angleterre et a le volant à gauche. Tu vas me dire, en quoi est-ce un problème? Eh bien, pour une raison étrange, de nombreux faisceaux électriques du moteur neuf sont situés du côté gauche, alors que ceux de l'ancien moteur sont inversés. En d'autres termes, tout le câblage de la voiture est à l'opposé, y compris le CU, le boîtier à fusible et les connecteurs. Dès qu'il a vu son père s'asseoir avec un air contrarié, il a compris qu'ils avaient sérieusement compliqué la situation. Honnêtement, la partie la plus agaçante de cette voiture, c'est l'aspect électrique. Il démonte alors tout le faisceau et les connexions électriques des deux moteurs, mais il ne trouve pas d'autre solution que d'échanger entièrement le faisceau de l'ancien moteur avec celui du nouveau. Ce processus a pris énormément de temps, presque une journée entière de démontage et de remontage. Il en profite également pour changer les bougies d'allumage du nouveau moteur, car après tout cet effort, il sent qu'il devra encore les ajuster plus tard. Ce que j'aime, c'est que rien ne l'arrête. Peu importe le défi, il trouvera toujours une solution. Il continue alors à reconnecter les faisceaux électriques du nouveau moteur et remarque que cette Audi est littéralement truffée de capteurs partout. Il commence ensuite à descendre le moteur sur le sous-châssis avant et à le fixer solidement avec le support situé dans le garage.
Il s'occupe aussi de l'énorme boîte de vitesse d'origine et du remontage du système d'échappement, depuis le downpipe jusqu'à l'extrémité. Avant d'installer complètement le moteur dans son logement, il veut vérifier un détail avec le service Audi, le petit filtre dont le technicien du concessionnaire lui avait parlé. Il se demande si cette RS7 a fait l'objet d'un rappel pour le remplacer. Après vérification, il apprend qu'il n'y a aucun rappel et que le filtre installé est en bon état. Une fois cela réglé, il commence à fixer la boîte de vitesse, puis le moteur, en suivant exactement l'ordre inverse du démontage. À ce stade, Tafarish rejoint l'équipe pour accélérer le processus d'assemblage. Il s'occupe notamment du nettoyage des 2 petits radiateurs, car, si tu te souviens bien, ils contenaient un mélange d'huile et de liquide de refroidissement. Il veut maintenant s'assurer que la pompe à essence fonctionne correctement et n'a pas été endommagée par la mauvaise qualité du carburant. Il place un tuyau dans un seau et observe si l'essence est bien pompée. Le débit est très faible et s'arrête rapidement. Il démonte alors la banquette arrière pour accéder à la pompe, enlève le filtre à essence et vide entièrement le réservoir dans des seaux placés sous la voiture. Dans un geste plutôt étrange, il change à nouveau le filtre à huile du moteur et ajoute 8,5 litres d'huile neuve. Ensuite, il remplit le réservoir de carburant avec le meilleur indice d'octane qu'il peut trouver, reconnecte toutes les fiches électriques à leur place, remplit le circuit de refroidissement et s'assure qu'il n'y a aucune fuite. C'est le moment de vérité après tout cet effort. Le moteur va-t-il démarrer? Malheureusement, rien ne se passe. Il branche alors un appareil de diagnostic pour vérifier d'éventuels codes d'erreur et les effacer, mais toujours aucun signe de démarrage. Il trouve finalement un code indiquant que le démarreur est verrouillé électroniquement. 2 solutions s'offrent à lui. La première est de vérifier si le démarreur reçoit bien une tension adéquate pour fonctionner. La seconde n'est pas vraiment une solution idéale, car elle impliquerait de redémonter le moteur pour accéder au démarreur s'il est vraiment hors service. Il essaie une méthode plus traditionnelle, donner quelques coups sur le démarreur, une technique qui fonctionne parfois pour le débloquer, mais évidemment, pas avec cet Audi. Il tente alors d'alimenter directement le démarreur en électricité, au cas où un problème de connexion empêcherait son fonctionnement, mais là encore, rien ne se passe. À ce stade, tout le monde est épuisé, et il semble que la deuxième solution soit inévitable. Après de longues heures de travail, l'Audi est toujours en panne. Il récupère un manuel dans un centre proche pour s'assurer qu'il a bien tout remonté correctement. Puis, une fois de plus, il démonte le sous-châssis avant, ainsi que le système de suspension, et tente d'extraire le démarreur. Cette fois, la voiture est sur un support, ce qui facilite légèrement l'opération. Il finit par réussir à retirer le démarreur, mais avec énormément de difficultés. Il le teste en le connectant directement à une batterie et confirme qu'il est complètement hors service. Le lendemain, il achète un démarreur neuf pour 600 $. Il a un design légèrement différent, mais devrait faire l'affaire. L'installation prend environ 4 heures de travail non-stop. Ils sont tellement fatigués qu'ils ne filment qu'une petite partie du montage. Et enfin, c'est le moment tant attendu. Le moteur de l'Audi démarre. Honnêtement, je ressens la même joie qu'eux à ce moment-là. Mais un nouveau problème apparaît immédiatement. Une erreur empêche le moteur de monter au-delà de 5000 tours par minute. Il s'agit d'un souci lié aux soupapes d'admission. L'une reste ouverte tandis que l'autre est fermée. Comme toujours, l'accès à cette pièce est extrêmement difficile. Il explique alors le problème des soupapes d'admission en montrant le moteur démonté. Mais sur le moteur installé, c'est une autre histoire. L'accès est si compliqué que même son père abandonne et quitte l'atelier. Tu dois sans doute être surpris par le nombre de fois où ils ont dû sortir le moteur de la voiture. À force, démonter et extraire le moteur est devenu une routine pour eux, au point qu'ils filment cette étape en quelques secondes dans leurs vidéos, comme si c'était quelque chose de banal. Il finit par atteindre la pièce suspectée d'être responsable de l'erreur système. En théorie, elle devrait être poussée vers le bas pour permettre l'installation du collecteur d'admission. Il tente alors de la régler manuellement. Avant de remettre le moteur en place pour la 100e fois, ils tentent un nouveau démarrage. Mais de manière complètement folle, le voyant d'erreur est toujours allumé et le problème reste inchangé. Ils sont à bout. Ils ne comprennent plus rien. Son père suggère alors une nouvelle hypothèse. Il pourrait y avoir un solénoïde, ou plutôt une vanne, qui contrôle l'arrivée d'air vers l'admission et qui aurait été branchée à l'envers lors du remplacement du faisceau électrique, quand ils ont interverti le côté gauche et le côté droit. Si tu te souviens, cette inversion n'avait rien d'évident. Il teste donc cette idée en inversant les 2 connecteurs, puis tente un nouveau démarrage en espérant pouvoir atteindre le régime moteur maximal. Et là, enfin, le problème est résolu. Si tu te rappelles de la vidéo où ils ont réparé la Ferrari, je t'avais dit que son père trouvait toujours une solution aux problèmes les plus compliqués. Ils referment alors tout le compartiment moteur à toute vitesse, avant qu'un autre souci ne leur tombe dessus.
Armstrong lui-même aurait voulu conduire cette Audi dans les rues de Floride. Il n'aurait jamais imaginé à quel point cette aventure allait être semée d'embûches depuis leur arrivée aux États-Unis. En réalité, ils n'ont jamais vraiment eu le temps de profiter de l'Audi sur le sol américain. Depuis son arrivée en Californie, elle enchaîne les problèmes. Et ce n'est pas fini. Alors qu'ils s'apprêtent enfin à sortir du garage avec la voiture prête à rouler, le moteur refuse totalement de démarrer. Sur le moment, ils pensent que c'est une blague et qu'ils se moquent d'eux. Impossible, elle fonctionnait très bien juste avant. Ils suspectent alors la batterie qui aurait pu s'affaiblir avec le temps. Mais en branchant une nouvelle fois l'outil de diagnostic, pour la millième fois, l'erreur du démarreur réapparaît encore. C'est incompréhensible et totalement frustrant. Alors si tu étais à leur place, tu continuerais à travailler sur cette Audi ou tu déclarerais forfait après tout ce temps, ces efforts et cet argent dépensé? Ils contactent Audi USA, mais le concessionnaire n'a pas cette pièce en stock car ce modèle RS6 est une exclusivité européenne et n'a jamais été commercialisé en Amérique. La situation devient complètement hors de contrôle. Ils prennent donc une décision radicale. Retour en Angleterre, direction son garage à Leicester, pour commander 2 démarreurs d'occasion sur eBay. L'objectif? Les tester dans l'atelier de son ami en Floride. Le garage devient un véritable champ de bataille mécanique. 2 moteurs Audi Fine 8 avec 4 turbos chacun et 4 démarreurs éparpillés au sol. À ce stade, on sent qu'il s'est mis en tête de faire rouler cette Audi modifiée coûte que coûte, peu importe le prix ou les efforts nécessaires. Il installe le nouveau démarreur qu'il a ramené avec lui. Et honnêtement, c'est un exploit de réussir à le monter dans cet espace quasi inexistant. Mais il y a toujours cette crainte qui plane. Et si le faisceau électrique avait été mal rebranché? Depuis le début, ce problème électrique a été un cauchemar absolu. Arrive enfin le moment tant redouté. Il appuie sur le bouton de démarrage, mais il hésite, presque effrayé de ce qui pourrait encore mal tourner. Le moteur démarre, puis cale immédiatement. Il essaie à nouveau. Cette fois, il tourne enfin normalement. Une explosion de joie envahit le garage. Écoute ce rugissement bestial du V8 allemand. Tout le monde est là, euphorique. Après des semaines de galère dans cet atelier, la RS6 est enfin réparée. Sans attendre une seconde de plus, il la sort du garage et l'emmène directement pour une reprogrammation moteur. Sur la route, tout semble enfin aller mieux. Jusqu'à ce qu'un nouvel imprévu surgisse. Un arrêt brutal. La boîte ne passe plus les rapports, même pas la marche arrière. Heureusement, cette fois, le problème est simple. Le sélecteur de vitesse n'est pas bien fixé. Il le réajuste manuellement et tout rentre dans l'ordre. Au passage, il admire le reflet des jantes sous le soleil. Un petit moment d'appréciation avant de retourner à la mécanique. Par précaution, il soulève la voiture et démonte la partie arrière de l'échappement pour s'assurer que le câble de la boîte ne causera plus de soucis. Il enlève aussi la console centrale et retire le câble pour en mettre un d'occasion, mieux fixé. Il le réinstalle en suivant les étapes du démontage en sens inverse, puis le visse solidement dans la console. Avant de tout remonter, il teste et ça fonctionne. Tout est enfin prêt. Il reprend la route, impatient de profiter de cette Audi, mais comme si les routes américaines refusèrent de le laisser savourer l'instant, la RS6 s'arrête à nouveau sur le bas-côté. Cette fois, c'est plus inquiétant. Une épaisse fumée blanche s'échappe du capot. À ce moment-là, même à travers l'écran, on ressent la frustration. Son père arrive avec son ami, visiblement épuisé par tous ses problèmes à répétition. Mais il le rassure rapidement. Ce n'est qu'une durite du circuit de refroidissement qui s'est détaché ou a explosé, et toute cette fumée n'est que de la vapeur d'eau. Il verse juste assez d'eau pour rallier un garage, et enfin, la RS6 atteint le banc de puissance. C'est la 2e fois qu'elle y passe, mais cette fois, tout est différent. Son rugissement est assourdissant. Il reprogramme l'ECU pour augmenter la pression des turbos, et elle atteint maintenant 650 chevaux. Puis, direction une piste d'aviation en Floride pour une dernière épreuve. La RS6 modifiée face à un missile sur roue, la Porsche GT3. Sans trop entrer dans les détails, les 2 monstres sont incroyablement rapides et incroyablement chers. Il enchaîne les runs non seulement contre la Porsche, mais aussi contre une McLaren. Chacun de ces bolides offre une sensation unique. Mais pour lui, le vrai plaisir, c'est la mécanique. Une fois tout réparé, il peut enfin voler sur l'asphalte. Avant de conclure, il emmène l'Audi chez le concessionnaire Audi de Miami pour un check-up. Ils inspectent tout le travail effectué pour voir s'il y a des problèmes à anticiper. Comme la RS6 est un modèle exclusif à l'Europe, ils ne sont pas vraiment habitués à en voir une ici. Finalement, ils ne font qu'un changement. Les disques de frein. Une nécessité après tous ces runs en drag race. Une fois installée, la voiture brille, prête pour de nouvelles aventures. Dernière étape, un réglage du parallélisme. Après avoir démonté et remonté le châssis et les roues tant de fois, c'est indispensable. Mais un problème persiste jusqu'à la fin, la batterie. Parfois, elle fonctionne, parfois non.
Même les techniciens d'Audi n'ont pas trouvé la cause. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, merci vraiment. J'espère que ça t'a plu. Il ne donne pas le coût exact, mais en faisant une estimation rapide, le total dépasse largement les 40 000 livres. Entre les réparations, les modifications et les 2 voyages aux États-Unis, il a littéralement traversé le pays, de la Californie à Las Vegas, puis jusqu'en Floride. Si tu te souviens de la Rolls-Royce Mansouri qu'il a réparée, on avait dit une phrase qui s'applique aussi ici. Le trésor, c'est le voyage. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette aventure folle. Et reste prêt pour les prochaines vidéos, car on monte d'un cran, les supercars, et peut-être même les hypercars. À très bientôt.